Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire, une heure pour comprendre et agir. On va passer un moment ensemble jusqu'à 14 heures. Donc on va démarrer sans plus tarder, c'est de 13 heures à 14 heures. On va essayer de ne pas déborder parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui sur l'arbre en ville. J'espère que tout le monde m'entend. Juste quelques petites règles de fonctionnement sur ce webinaire avant de démarrer. Vous aurez la possibilité de poser vos questions sur le module Q&R qui est en bas de votre écran normalement, à la fin de chaque intervention. Et par ailleurs, le webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay sur notre site internet avec les présentations qui seront mises en ligne et les éventuelles questions auxquelles on n'aurait pas répondu. On va essayer d'y répondre et de les mettre également sur notre site internet. Quelques mots sur l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Qui sommes-nous? L'agence est un collectif qui regroupe 19 structures, avec en particulier le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, les services de l'État à travers la DREAL et la DRAF, l'Office français de la biodiversité, l'Agence de l'eau, des collectivités comme le département des Alpes de Haute-Provence, le département du Vaucluse et des grandes collectivités en région, et puis des membres associés comme la LPO, le CNPACA, les parcs naturels régionaux, la Chambre d'agriculture. Voilà. Et toutes ces structures sont rassemblées pour mobiliser l'ensemble des acteurs et accompagner les territoires dans la transition écologique et la préservation de la biodiversité. On a 4 domaines d'intervention qui s'affichent, que vous pouvez lire là. Donc l'accompagnement des collectivités et des acteurs du territoire dans les démarches de préservation de la biodiversité, l'amélioration et la valorisation des connaissances à travers l'animation de 2 observatoires, l'Observatoire de la biodiversité et l'Observatoire de l'eau et des milieux aquatiques, la sensibilisation à la formation des différents publics, notamment à travers l'organisation de Biodif Tours, c'est des visites de terrain destinées aux élus et aux techniciens pour découvrir des actions inspirantes sur le territoire et échanger avec leurs homologues. Et puis l'animation de réseaux d'acteurs et de réseaux de professionnels de la nature. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? De connaître, préserver et prendre soin de l'arbre en ville. C'est un webinaire qui s'intègre à un cycle de webinaires qu'on va vous proposer en 2025, avec du coup 4 webinaires en tout. Donc, ce premier webinaire, et puis le 25 février, un webinaire sur l'eau, le sol et l'arbre. Donc, on parlera plutôt de désimperméabilisation, de parcours de l'eau et du sol autour de l'arbre. Le 29 avril sur comment planter, avec qui planter et quoi planter aussi au sujet de l'arbre en ville. Et puis le 20 mai, plutôt un webinaire, un dernier webinaire sur aménagement et arbres. Comment intégrer du coup l'arbre dans les projets d'aménagement de la ville, comment l'intégrer du coup dans le patrimoine bâti. Ces webinaires seront disponibles normalement un mois avant en inscription, et si vous êtes abonné à notre newsletter, vous devriez recevoir les inscriptions. Du coup, de quoi on va parler aujourd'hui? De l'arbre. Alors l'arbre, c'est quoi? C'est un végétal pérenne et susceptible d'atteindre une hauteur minimum de 5 mètres si les conditions sont réunies. Et parfois, force est de constater qu'en ville, les conditions sont difficiles pour l'arbre. C'est un milieu très contraint pour l'arbre et un milieu dans lequel l'arbre est obligé de trouver des cheminements et de nombreuses adaptations nécessaires à sa survie, et qui a été souvent vu, on va dire, dans l'histoire comme un objet de décoration ou d'ornement. Même si depuis les années 80, on en voit tout un tas d'avantages et tout un tas de services, on va y venir. Mais l'arbre, c'est aussi une contrainte pour différents acteurs, une contrainte en termes d'allergènes, en termes de risques sécurité liés à des branches cassantes, des contraintes liées du coup, au réseau voirie versus réseau racinaire, et puis à l'entretien que ça peut produire sur la nécessité sur la ville. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup d'experts autour de l'arbre, que ce soit les collectivités, les élus, les services, les experts arboricoles, les arboristes grimpeurs, les pépiniéristes, le grand public. Tout le monde a son mot à dire sur l'arbre. Et
c'est parce qu'ils nous rendent des services importants aujourd'hui, et c'est un formidable atout dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie et de l'adaptation au changement climatique, des services de régulation du coup, puisqu'il atténue les effets du changement climatique avec l'ombre portée de certains arbres qui peut diminuer de 3 à 5 degrés la température sur certains quartiers particulièrement urbanisés. C'est aussi, donc on l'a dit, hein, une amélioration de la qualité de l'air. Ça atténue les nuisances sonores et apporte une ambiance sonore particulière à la ville. C'est un service support avec l'accueil de la biodiversité, puis la formation de sol et la production de biomasse éventuellement. Et puis un service culturel avec un rôle social important, un rôle pour la santé, une demande sociale de plus en plus importante pour préserver les arbres existants, et puis une valeur économique avec une attractivité du foncier à proximité d'un parc qui peut être plus importante qu'en centre urbain dense. Mais ces services n'existent que si on a des arbres adultes et en bonne santé. Dans le cas contraire, on a des services qui sont fortement diminués, voire absents. D'où la question comment aujourd'hui préserver l'arbre en ville et les arbres existants. Il y a eu beaucoup de subventions dernièrement pour planter des arbres, mais c'est aussi important et même peut-être plus important de préserver le patrimoine existant. Et du coup, dans ce webinaire, on va avoir 3 interventions. Une intervention de Pauline Lai, chargée de mission coordination scientifique à Plantécité, qui va nous présenter les outils de connaissance et d'évaluation du patrimoine arboré avec l'exemple du barème de l'arbre. Vous pourrez avoir vos questions-réponses après chaque intervention. Une deuxième intervention d'Augustin Bonardo du CAE de Seine-et-Marne, forestier arboriste conseil sur le droit de l'arbre, réglementation et outils de protection, notamment liés au code de l'urbanisme. Et puis une dernière intervention, un retour d'expérience de la ville de Pau avec Antoine Gauthier, chargé de diagnostic foresterie urbaine, avec la mise en place d'outils pour la gestion du risque associé aux arbres urbains, un levier nécessaire pour la préservation des arbres. Voilà, donc sans plus tarder, je passe du coup la parole à Pauline Lai qui va vous présenter du coup l'exemple du barème de l'arbre. Merci Thomas, bonjour à tous. Alors, je vous partage mon écran. Ah oui, le temps que tu partages ton écran, c'est vrai que je ne me suis pas présenté, et ni Stéphanie Garrido qui est avec moi, qui travaille à l'agence, qui m'accompagne dans ce webinaire et qui pourra faire le maître du temps et puis répondre à vos questions sur le module QR et sélectionner les questions dans ce cadre-là. Et puis Thomas Fourest, chargé de mission territoire et biodiversité. Pauline, je te cède la parole. Merci beaucoup d'avoir me pris pendant les petits aspects techniques et de m'avoir convié à ce beau programme là qui ouvre votre cycle de webinaire. Je suis donc Pauline Laï, chargée de mission et chargée de coordination scientifique à Plantécité. Je vous parle aujourd'hui des outils pour la connaissance et l'évaluation du patrimoine arboré, avec, comme Thomas vous l'a dit, un focus sur l'outil barème de l'arbre pour l'évaluation monétaire des arbres. Avant de commencer, je vais vous parler un petit peu de mon organisme, Plantécité. Nous sommes un centre technique national pour les espaces verts, le paysage urbain, la nature en ville. Nos activités et missions sont d'organiser des études en réponse aux attentes des professionnels, mutualiser les connaissances et les résultats qui en ressortent et les diffuser, les partager lors d'occasions comme aujourd'hui. Nous sommes une association avec un petit peu plus de 800 organismes adhérents qui sont des collectivités, des entreprises, des établissements de recherche, etc. Vous voyez un petit peu la répartition sur la carte. Et les services offerts à nos adhérents constituent un accès privilégié à notre centre de ressources, mais aussi des rencontres, des webinaires comme aujourd'hui, des rencontres physiques sur le terrain lors de journées techniques, une veille partagée, des publications papier et des notes aux décideurs pour communiquer entre techniciens, entreprises et élus. Je démarre sur le sujet du coup pour lequel on m'a sollicité. Outils de connaissance et d'évaluation du patrimoine arboré. Vous voyez que dans ce titre, il n'y a pas le mot méthode, il n'y a pas le mot diagnostic. Donc, je ne vais pas vous parler des aspects diagnostic, gestion des risques, mais plutôt faire un panorama
des outils d'inventaire et de description des arbres qui existent aujourd'hui et revenir sur les différents usages. À la suite de quoi, je vous parlerai plus précisément du barème de l'arbre vie et bed. Évaluer les arbres. Quels outils sont disponibles pour quels usages? Pourquoi est-ce que vous pourriez souhaiter lister, caractériser, décrire, inventorier les arbres? Eh bien, à des fins de gestion, de sensibilisation, de protection, de communication, de mise en valeur, de connaissance, éventuellement de dédommagement aussi si les arbres en question sont altérés. Face à tous ces besoins, depuis de nombreuses années maintenant, on peut le dire, il y a pas mal d'outils qui sont venus occuper la boîte à outils des gestionnaires de patrimoine arboré, des bureaux d'études en arboriculture. Et face à chacune de ces questions, on peut lister quelques exemples que vous voyez à l'écran. Donc, quand je me pose la question, par exemple, dans quel état est mon patrimoine arboré, je veux savoir où il se trouve, dans quel est son état de santé, peut-être ses dimensions, le recenser. Dans ce cas-là, on se repose sur des outils d'inventaire plus ou moins raffinés. Quand je veux savoir quels sont les services rendus par mes arbres, là, je me tourne vers les outils d'évaluation fonctionnelle. Les services rendus, ben, ça va être combien de carbone séquestrent mes arbres, combien de degrés mes arbres vont abattre le climat ou la température ressentie localement, ou bien quelles sont les eaux infiltrées ou les volumes d'air filtrés par ce patrimoine. Donc là aussi, il y a plusieurs exemples que je vais vous présenter juste après avec les outils ArboClimat, iTree, SylphCity et Toolkit. Enfin, on peut se poser la question de l'évaluation monétaire des arbres, donc sur la base de la quantification des services rendus, l'évaluation fonctionnelle, là qui était ma deuxième étape, dériver une valeur monétaire, donc traduire en monnaie, en euros dans notre cas, la valeur des services rendus. Certains des outils d'évaluation fonctionnelle le permettent, comme iTree, SafeCity ou le Toolkit. Et d'autres, comme le barème de l'arbre, proposent une évaluation de la valeur conférée par les usagers, par les gestionnaires aux arbres. Je reviendrai sur cette distinction juste après. Donc là. Alors, je vous partage ce tableau récapitulatif. C'est un petit peu rébarbatif, excusez-moi pour la forme, mais l'idée c'était que ça vous reste comme une ressource, un petit peu une liste de quelques exemples que vous pourrez approfondir si ça vous intéresse. Et moi, de mon côté, je vais zoomer sur les parties que j'ai surlignées un petit peu en bleu ici sur le côté et prendre par colonne. Donc, j'ai listé différents outils avec une entrée par usage dans la diapositive précédente. Et là, je vais appuyer un petit peu plus sur les fonctionnalités de ces outils. Est-ce qu'ils permettent la géolocalisation des arbres? Dans quelle mesure ils permettent de stocker une description qualitative de ces arbres? Est-ce qu'ils proposent des fonctionnalités d'évaluation fonctionnelle, donc sur les services rendus, ou d'évaluation monétaire? Et dans quelle mesure? Vous pouvez trouver plus d'informations dans de la documentation plantée sur les sites aussi de chacun de ces outils. Voilà. Donc les inventaires traditionnels. Je pense que vous les connaissez. Il s'agit de lister dans des tableaux, dans un système d'information géographique, la localisation des arbres et certains éléments de description qualitative. Donc, par exemple, l'espèce, la dendrométrie, peut-être l'état des arbres, peut-être dans une certaine mesure les services rendus que vous auriez pu quantifier. Mais là, chaque point, chaque station va être enseigné à la main. Ce sont des outils qui sont en général développés de manière interne ou sollicités par prestation et sont accessibles ensuite sous forme d'outils métiers à l'interne.
Ces dernières années, on a vu émerger un certain nombre d'outils numériques d'inventaire et de pilotage, des tableaux de bord et des bases de données un petit peu plus raffinées que les inventaires traditionnels et qui s'appuient sur l'évolution des moyens numériques, avec de grandes potentialités en termes de localisation plus fine grâce à la saisie sur le terrain, en termes de description du patrimoine arboré avec l'utilisation pour certains services de capteurs mobiles, par exemple, qui viennent prendre des images directement dans la rue. Certains proposent des tableaux de bord qui vont vers l'évaluation fonctionnelle, donc la quantification carbone, thermique, l'accroissement annuel, etc., et voire même l'évaluation monétaire en s'appuyant sur les autres outils, notamment iTrip, que je vais vous exposer après. Ces services sont accessibles généralement sur prestation sur abonnement. Sur la question de l'évaluation fonctionnelle et monétaire, je voulais vous mettre en avant quelques exemples. Un exemple français et trois exemples internationaux. Vous connaissez peut-être l'initiative Arbo-Climat qui était portée par l'ADEME et qui se focalise sur l'évaluation de la séquestration carbone de différents scénarios d'aménagement par la plantation d'arbres. Aujourd'hui, les données, les documents liés à l'outil Arboclimat sont disponibles en open data sur le site de l'ADEME et permettent de se donner quelques points de repère sur cet enjeu carbone en phase d'aménagement. Sur la question de l'évaluation fonctionnelle et de l'évaluation monétaire, peut-être connaissez-vous les outils alors britanniques GIVAL Toolkit, c'est le Green Infrastructure Evaluation, donc les infrastructures vertes. Toolkit, c'est la boîte à outils qui permet à l'échelle d'un site d'évaluer la contribution au service écosystémique et le traduire en espèces, à la fois de la trame arborée et des autres strates de végétation qui vont se trouver sur le site. Donc là, c'est vraiment à l'échelle d'un site. iTree, lui, c'est un outil américain qui a été adapté sur plusieurs territoires, Amérique centrale, Canada, Royaume-Uni. Pas encore en France, malheureusement, même si vous pouvez trouver quelques exemples dans des articles. Là, vous pouvez aller sur le Centre de ressources de Plantécité, qui donne des protocoles de recensement des arbres, et de la forêt urbaine d'ailleurs, peu importe la domanialité, et qui propose de nombreux outils. En fait, c'est une suite d'outils au pluriel qui se focalise sur une grande diversité de services écosystémiques, y compris les exemples que j'ai donnés, mais aussi le service d'accueil de la biodiversité, par exemple, etc. Et l'évaluation monétaire est proposée par service, par arbre ou par le total. Un outil plus récent, SylphCity, un outil canadien, lui, propose le recensement des arbres et leur étude par groupe fonctionnel avec une évaluation fonctionnelle orientée vers la diversification. Donc, connaître la résilience de votre patrimoine en termes de diversité des essences et des genres présents, avec une entrée aussi sur la séquestration de carbone si vous voulez explorer différents scénarios d'aménagement. L'outil est open source, donc il peut être pris en main, adapté partout. C'est l'intention des auteurs. Pour l'instant, une preuve de concept est consultable sur leur site, que vous trouvez ici, sur le territoire de Montréal. Et enfin, ce panorama m'amène à positionner le barème de l'arbre VIBED, qui lui s'intéresse à l'arbre individuel qu'il va amener à décrire assez finement, vous le verrez dans la diapositive suivante, et propose une quantification monétaire pour chaque arbre évalué qui ne reflète pas la valeur attribuée par la société aux différents services, c'est-à-dire qu'on ne va pas se référer au prix du marché de la tonne carbone, par exemple, euh, mais avec les autres organismes auteurs nous avons calibré cet outil pour refléter une valeur euh, arbitraire
utilisables dans le cadre de projets d'aménagement pour défendre les arbres, donc compétitives, entre guillemets, avec les enjeux liés aux aménagements. Je vous en dis plus juste à l'instant sur le barème de l'arbre. C'est donc un outil pour connaître la valeur des arbres et évaluer les dégâts, qui comporte deux volets. VI, VIE, la valeur intégrale estimée de l'arbre, et BED, BED, pour le barème d'estimation des dégâts. Les co-auteurs sont au nombre de trois organismes. Le CAUE de Seine-et-Marne, dont Augustin est un représentant aujourd'hui. Augustin, en personne, a beaucoup travaillé d'ailleurs sur ce barème. L'association Copalm, qui est un cercle de qualité en arboriculture, le Centre technique Plantécité, dont je fais partie, avec des cofinancements de l'interprofession Valor et de l'association Sequoia. Donc le projet a été livré en septembre 2020. Ça fait maintenant un peu plus de 4 ans de recul sur l'existence de cet outil. Euh, le module vie permet de protéger les arbres de façon préventive en calculant la valeur intégrale évaluée de l'arbre. Et le volet BED permet de les protéger de façon répressive pour quantifier des préjudices subis. Et tous les publics concernés par la gestion, l'administration, la propriété aussi des arbres peuvent utiliser l'outil, les collectivités, bureaux d'études, différentes catégories de professionnels, mais aussi les particuliers et les associations. Voici comment se présente le site, la page d'accueil de l'outil, avec notamment accès à une section documentation dans laquelle vous pourrez retrouver tous les outils rédigés pour prendre en main vie et bed. À l'intérieur de l'application accessible via le navigateur, ça se présente de cette manière-là, avec des questionnaires à remplir, des formulaires en fait à remplir, qui doivent être tous validés pour obtenir le résultat. Je reviendrai un petit peu après sur qu'est-ce qu'on met dedans exactement. Voilà l'exemple pour vie. Je ne vais pas vous détailler très précisément la formule de calcul ici de la valeur en euros attribuée à un arbre. Je voulais juste vous montrer qu'il s'agit d'informations liées à l'espèce de l'arbre. On va vous demander par exemple d'identifier le taxon, de donner le nom de l'essence qui est présente. Tout le reste, on l'a déjà en base de données, donc ça ne vous est pas demandé, mais ça vous est restitué comme résultat intermédiaire. On vous demande les dimensions de l'arbre qui vont, plus l'arbre est développé par rapport à son potentiel, plus la valeur qu'on lui confère est importante. On lui demande la relation de l'arbre au site. Est-ce qu'il est important dans le paysage? Est-ce que le site est protégé? Est-ce que l'arbre est conduit de manière qualitative? Est-ce qu'il présente des agréments ou des désagréments pour les usagers? Est-ce qu'il héberge d'autres organismes vivants? On vous demande des informations sur son état mécanique et physiologique et éventuellement son caractère remarquable. Et tout ça vient, en fonction de la réponse apportée au questionnaire, vient augmenter la valeur conférée à l'arbre. Les résultats du rapport vie se présentent de cette manière-là. Donc, c'est un rapport que vous pouvez consulter dans le navigateur et télécharger en PDF pour le partager avec toute autre partie. Un cartouche met en avant le résultat monétaire avec la valeur évaluée de l'arbre en euros. D'autres cartouches plus bas vous donnent tous les résultats intermédiaires, ceux qui ont été rentrés par l'utilisateur, ceux qui ont été fournis par l'outil, qui permettent de faire un bilan sur les forces et les faiblesses de cet arbre-là et revenir dans le cadre d'une procédure contradictoire sur chaque élément entré par l'utilisateur. Et un petit schéma restitue les dimensions des zones de sensibilité racinaire qui ont été calculées à l'aide des dimensions de l'arbre et qui peuvent aider à adapter des modes opératoires en phase chantier, par exemple. Le barème d'évaluation des dégâts causés à l'arbre est utilisable en cas de dégâts liés à une action humaine. Je le souligne bien, donc pas question d'intempéries, par exemple. Le résultat s'exprime en pourcentage de la valeur vie. Si l'arbre est évalué à 15 000 euros, par exemple, et qu'il est dégradé, le montant de la dégradation pourra s'exprimer sous forme de 75% de vie, 100% de vie, etc., avec une traduction en euros, évidemment.
Et on peut évaluer à la fois des dégâts occasionnés à l'arbre entier ou bien indépendamment au pied, au tronc, aux racines. L'idée étant de calculer le montant d'un dédommagement qui pourrait être demandé à la partie autrice des dégâts. Le résultat se présente comme pour le rapport VIE que je vous ai détaillé à l'instant. Un cartouche ici met en avant les résultats en pourcentage de vie et en euros. Tout un ensemble de cartouches ici reprennent les données d'entrée mises par l'utilisateur. Euh, sur la quantification du dégât, par exemple, on va demander la taille des blessures en cas d'écorçage ou la proportion du houppier qui aurait été altéré. Un ensemble de documents support que nous avons produits pour accompagner l'utilisation de l'outil. Donc, c'est la checklist à quoi penser avant d'aller sur le terrain, des fiches pour noter ses observations sur le terrain avant de les reporter au bureau et des fiches aide pour comprendre comment prendre les mesures des arbres, par exemple. Après 4 ans d'existence, on a recensé de nombreux usages de ce barème VIBED. Je vais passer un petit peu plus vite ici, vous pourrez détailler après le webinaire si vous le souhaitez. Orienté vers la sensibilisation, l'intégration également aux documents contractuels et règlements des collectivités, mais également une mobilisation en phase conception et travaux, évidemment pour la gestion de conflits, dédommagements, l'établissement de compensations localement, mais aussi par les centres de formation, les équipes en interne, comme support pédagogique. Je rappelle les soutiens officiels à cet outil qui sont nombreux. Aujourd'hui, le barème de l'arbre est reconnu par les professionnels de l'arbre. Et nous avons recensé plus d'une soixantaine de collectivités de toute taille qui ont adopté officiellement le barème par délibération. Je vous ai mis des exemples ici à l'écran. Je souligne que le barème de l'arbre n'est pas qu'une affaire de grandes collectivités. La plus petite commune à l'avoir adopté compte donc à peine plus de 2000 habitants. Et vous voyez qu'on a des exemples ici, notamment de démarches et de délibérations qu'on peut partager pour toute catégorie de communes. Donc n'hésitez pas à me contacter. Ici, quelques ressources qui pourront vous servir si vous souhaitez approfondir la question du barème de l'arbre pour présenter le barème, pour découvrir des témoignages d'utilisateurs, éventuellement contacter des utilisateurs aguerris. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations. J'en ai terminé pour cette présentation, je vous remercie. Merci Pauline pour cette présentation. C'est dense comme vous le voyez. On va essayer de tenir le timing, mais si vous pouvez rester après 14 heures, ce sera une bonne chose. On va peut-être déborder un petit peu. Alors, on va prendre juste quelques questions on n'a pas beaucoup de questions, mais il y en a quand même quelques-unes qui apparaissent. Vous proposez des formations sur ces outils ou des présentations uniquement? Est-ce qu'il y a des formations qui existent sur ces différents outils, Pauline? Est-ce que tu... Actuellement, il n'existe pas d'offre de formation formelle. Euh, Néanmoins, comme je le disais à l'instant, donc il y a un certain nombre de ressources de webinaires qui ont déjà été enregistrées et de notre côté, auteurs et co-auteurs du barème, on a pour habitude maintenant de répondre aux questions des personnes qui nous sollicitent, donc n'hésitez pas à nous contacter. Ok. Et est-ce qu'il existe des droits d'utilisation pour le barème de l'arbre? Est-ce qu'il y a une sorte de copyright ou des choses comme ça? Les résultats peuvent-ils être intégrés à des rapports d'expertise? Mm. Oui, Les résultats peuvent être intégrés. Je reconnais qu'on ne s'est pas penché sur cette question des droits. On apprécie évidemment que la source soit citée. Ce qu'on avait imaginé, c'était que les rapports PDF puissent être annexés à un dossier en cours d'instruction, par exemple. Mais on n'a pas déposé de marque ou de quoi d'accord. que ce soit concernant de la propriété Ok. intellectuelle. Dans la même logique, est-ce que la base de données utilisée pour calculer l'indice du barème vie, est-ce qu'elle est publique et est-ce que cette base de données peut être utilisée, récupérée, notamment les valeurs considérées pour les pollens et les émissions de COV? Est-ce que c'est évolutif? Alors évolutif, oui, puisque vous travaillez a priori sur une évolution de l'outil, mais pour le reste,
Alors, la base de données, on ne la diffuse pas intégralement. Après, plante par plante, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être retrouvées sur l'outil Floriscope. Floriscope.io, je le remettrai dans le chat tout à l'heure, qui est une encyclopédie en ligne du végétal sur lequel, plante par plante, vous pouvez retrouver quantité d'informations sur les caractéristiques d'un taxon bien précis. Cette base de données, pour faire fonctionner le barème, sa construction est très précisément décrite dans le document référentiel vie du barème qui est accessible sur le site www.barèmedelarbre.fr. Donc en fait, vous avez toutes les sources qui sont indiquées, toute la mécanique de construction d'indices. Par contre, la base de données entière, elle a demandé beaucoup de travail et pour l'instant, on la conserve un petit peu de notre côté sans la diffuser, en particulier parce que dedans, il y a des informations liées au prix des taxons en pépinière qui nous ont été, enfin qu'on a pu collecter auprès de 9 pépinières françaises à la condition de ne pas diffuser cette information aussi. D'accord. Ok, très bien. Et Voilà. une dernière question, après on répondra du coup dans la suite, hein, on va passer à la présentation suivante, qui concerne les haies. Est-ce que le barème fonctionne sur des haies ou sur des alignements, des bocagères notamment? Alors aujourd'hui, la réponse est non. Pour l'instant, la méthode barème de l'arbre, elle est vraiment taillée pour l'arbre individuel. Mais on est en train d'ouvrir une phase d'actualisation et de développement du barème pour prolonger un petit peu la méthode et on se pose la question justement des bosquets, des alignements en particulier. La haie, en termes de structure végétale, est quand même plus particulière. Et il existe des outils spécifiques d'ailleurs pour les haies. Et c'est pas prévu encore d'étendre Vibed jusque-là. Ok. Merci beaucoup, Pauline, pour ta présentation. Je te laisse éventuellement répondre aux autres questions sur le module QR. Et on va passer à la présentation d'Augustin Bonardo du CAUE de Seine-et-Marne. Si tu veux partager ta présentation, voilà, parfait. Eh ben, je te cède la parole. Merci Thomas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du droit de l'arbre. C'est un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps au CAUE de Seine-et-Marne. Et je vais vous parler spécifiquement de la protection des arbres contre les abattages et les dégradations. Donc, je vais aborder le sujet des arbres hors forêt, parce que en forêt, tout est déjà bien défini par le code forestier. Les choses sont claires depuis un moment. Par contre, hors forêt, il y a des textes qui sont répartis dans 13 codes différents et on a fait la compilation de tous ces textes de façon à pouvoir répondre aux gestionnaires, aux élus, etc. Et nous allons, dans les mois qui viennent, faire une proposition d'amélioration de la législation arbre hors forêt parce qu'en effet, il y a beaucoup de textes qui sont pas forcément adaptés à la protection des arbres. Et il existe des manques, des gaps, des choses qui ne sont pas énoncées par la loi. Donc, on a mené un travail là depuis plusieurs années avec une quarantaine de spécialistes du sujet de façon à faire des propositions. Donc, voilà l'avenir. Pour l'instant, je vais vous parler de ce qui existe en commençant par le Code civil. Donc, le Code civil, vous devez tous savoir qu'un arbre de 2 mètres de haut doit être planté à plus de 2 mètres de la limite de propriété. Le Code civil s'applique entre propriétaires privés, il ne s'applique pas entre propriétaires privés et espace public, et espace public et propriétaires privés. Donc, typiquement, là, il y a un trou juridique. Euh, on ne- la loi ne définit pas à quelle distance un arbre qui est sur l'espace public doit être planté par rapport à une propriété privée. Donc là, je reviens sur le code civil, donc qui s'applique
aux plantations sur l'espace privé entre propriétaires privés. Si vous plantez un arbre de moins de 2 mètres de haut ou un arbuste qui est maintenu à 2 mètres de haut, vous pouvez le planter à 50 centimètres de la limite de propriété. Donc ça, généralement, les gens le connaissent parce que c'est le Code civil, c'est la loi qui a été élaborée par Napoléon, donc elle est ancienne et elle est connue. Par contre, ce qui est moins connu, c'est que cette loi a un caractère supplétif, à savoir qu'elle s'applique uniquement quand il n'y a pas d'autres textes qui permettent de planter plus près. Alors, je vais vous les citer rapidement. Alors, il peut y avoir des règlements particuliers que l'on retrouve dans les plans locaux d'urbanisme ou d'autres règlements. Ça peut être les règlements de propriété, les règlements de lotissement qui stipulent qu'on peut planter en limite de propriété. Il peut y avoir des informations qui sont données dans le plan local d'urbanisme, par exemple les espaces boisés classés, les éléments de paysage, ça je vais l'aborder tout à l'heure, et puis aussi les sites patrimoniaux remarquables. Donc dans ces cas-là, si les arbres sont protégés, on peut les planter à moins de mètres de la limite de propriété. Ensuite, il y a une autre façon de protéger les arbres quand il y a un usage constant et reconnu dans la commune qui stipule qu'on peut planter plus près que 2 mètres. Eh bien, vous pouvez appliquer cet usage constant et reconnu. Bon, c'est le cas bien connu de Paris où il n'y a pas beaucoup de place pour planter et où vous pouvez planter en limite de propriété. Si dans votre commune, vous souhaitez savoir quel est l'usage constant et reconnu, en fait, tous ces usages sont consignés par la Chambre d'agriculture qui a édité dans chaque département un fascicule qui donne tous les usages canton par canton et donc vous pouvez voir si vous pouvez, dans ces cas-là, planter plus ou moins près de la limite de propriété. Ensuite, il existe des titres. Donc, le titre, c'est un terme juridique qui stipule que un propriétaire et son voisin peuvent s'arranger entre eux pour protéger un arbre qui est planté à moins de 2 mètres de la limite de propriété. Si, par exemple, il y a un très beau chêne qui est planté chez Jean et qui dépasse chez Pierre, si Jean et Pierre estiment que cet arbre est très intéressant et qu'il ne faut pas l'abattre, ils peuvent tout à fait aller voir un notaire, faire un acte, demander au notaire de faire un acte notarié qui consigne le fait que Pierre et Jean s'entendent pour que cet arbre-là, même s'il est à moins de 2 mètres, perdure dans le temps, quand l'un ou l'autre vendra sa propriété. Et donc cet acte notarié est mis aux hypothèques. Et lorsqu'il y a une vente, c'est l'acheteur doit continuer à suivre cette servitude, donc il ne pourra pas abattre l'arbre. Donc ça, c'est très rare, mais ça peut se faire. Ensuite, il y a un autre système qui s'appelle la destination du père de famille. Donc là, je vous ai fait un petit schéma qui montre une propriété globale que j'ai appelée propriété A, sur lequel il y a un arbre. En fait, si sur cette propriété, il y a une séparation, notamment pour faire des lotissements, on le voit très souvent dans les grands parcs de châteaux qui sont divisés pour faire des lotissements. Si cet arbre est à moins de 2 mètres de la limite de propriété et que le nouveau propriétaire B remet en cause le fait que l'arbre du propriétaire C est trop près de la limite de propriété, en fait, il ne peut pas faire abattre cet arbre, parce qu'à partir du moment où la vente a été faite, l'arbre peut rester sur place. Donc, c'est la destination du père de famille. Ça, on le voit très souvent, enfin, très souvent, on le voit de temps en temps, dans les parcs qui sont lotis. Ensuite, quand l'arbre sera abattu pour être remplacé, il devra être mis à la distance légale. Voilà. Et puis, il y a un autre système qui permet de protéger les arbres anciens, ça c'est beaucoup plus connu, c'est ce qu'on appelle la prescription trentenaire, donc dans le cas où un arbre a plus de 2 mètres depuis plus de 30 ans. Voilà, c'est la base de
de la durée, enfin du moment où on commence à compter l'âge de l'arbre, donc plus de 2 mètres depuis plus de 30 ans. Donc il faut le prouver. Voilà. Donc là, je vous ai parlé très rapidement du Code civil. Maintenant, je vais vous parler du Code de l'urbanisme. Vous avez dans chaque commune, enfin dans la plupart des communes maintenant, des plans locaux d'urbanisme qui définissent des zones dans lesquelles il y a notamment des surfaces arborées. Donc, c'est repéré par ce quadrillage vert avec des cercles à l'intérieur de chaque case qui représentent les espaces boisés classés. Donc, les espaces boisés classés, ça a été fait initialement pour des surfaces, donc pour des bois, mais au cours du temps, la législation a évolué et on peut maintenant protéger des alignements, des haies, des arbres isolés en espaces boisés classés. Donc, dans ce cas, vous ne pouvez pas faire d'abattage sans avoir l'autorisation du maire. Donc, il faut remplir un formulaire CERFA, l'envoyer au maire qui vous donne l'autorisation ou pas. Ça permet d'éviter l'abattage. Voilà, ça reprend tout ce que je viens de vous dire. Alors, si vous voulez protéger efficacement des arbres en espace boisé classé, il faut absolument définir un périmètre. Il ne suffit pas de mettre un arbre sur le plan, parce que souvent les aménageurs ignorent que les arbres ont des racines et ils vont garder la partie aérienne de l'arbre, le tronc, les branches, parfois en les mutilant, et l'arbre peut être complètement détérioré parce que le système racinaire est coupé. Donc, définissez un périmètre de protection autour de l'arbre. Là, vous pouvez utiliser le barème de l'arbre et notamment la valeur intégrale estimée de l'arbre qui permet de définir la zone le périmètre de développement des racines avec une zone sensible et une zone très sensible. Donc ça, c'est un outil qui vous permet de définir arbre par arbre le développement du système racinaire. Évidemment, ce ne sera pas la même chose pour une aubépine ou pour un peuplier d'Italie. Donc, si vous voulez les protéger, j'insiste fortement sur le fait qu'il faut définir un périmètre de protection. Donc, l'espace boisé classé permet d'éviter l'abattage, mais vous savez que l'arbre est un organisme vivant, et donc si on l'altère, si on altère les branches, le tronc, les racines, etc., ben, l'arbre finit par se dégrader et puis par mourir de façon euh, précoce. Donc, vous pouvez, dans ce cas, utiliser ce qu'on appelle les éléments de paysage, c'est l'article 151.19 et 151.23 du Code de l'urbanisme, qui permettent de donner des prescriptions. Donc, généralement, on ne donne pas de prescription, on protège les arbres avec cet article, mais on ne donne pas de prescription, mais la loi vous autorise à donner des prescriptions. Donc, si vous voulez euh, travailler davantage sur ce sujet, vous pouvez télécharger sur le site Arbre du CAUE 77 une fiche spécifique sur ce sujet qui vous donne toutes les prescriptions que vous pouvez donner. Donc, vous pouvez faire des copier-coller à partir de cette fiche et les mettre dans votre PLU. Voilà typiquement la photo d'un arbre qui a été protégé en espace boisé classé et qui a été conservé en effet, mais avec un immeuble qui est venu se coller à l'arbre et vous imaginez tous les dégâts qui ont été causés à l'arbre et tous les problèmes de cohabitation qui existent entre ce séquoia géant et l'immeuble et les occupants de l'immeuble bien sûr. Donc ça, je ne les développe pas, vous les connaissez. Ensuite, vous avez un autre système qui s'appelle les obligations réelles environnementales qui permettent de protéger des arbres. En fait, le propriétaire de l'arbre peut faire un contrat avec soit un organisme public, soit une association de protection de la nature, de façon à ce que le propriétaire s'engage à protéger les arbres et à ce que l'organisme associé dans le contrat veille à ce que la protection soit réelle. Donc ça, quand il n'y a aucune protection dans le PLU, etc., et que le propriétaire veut absolument protéger son arbre, il peut utiliser les obligations réelles environnementales.
Ensuite, il y a la fameuse loi alignement, l'article L 353 du Code de l'environnement, une loi qui a eu son décret d'application il y a quelques années, qui est restée longtemps sans décret d'application. Donc, cette loi permet d'éviter les abattages d'arbres d'alignement. En fait, dès qu'il y a un abattage prévu sur un alignement bordant une voie ouverte à la circulation publique, le gestionnaire est obligé de faire une déclaration à la direction départementale de l'équipement pour signifier qu'il doit couper un arbre en donnant les raisons et en donnant des informations sur les compensations qu'il pourra donner en replantant sur l'alignement ou ailleurs. Donc, c'est un texte assez fort qui permet de protéger les arbres d'alignement. Bon, il peut y avoir des dérogations possibles. Tout ça, c'est à l'appréciation des services de la préfecture du département. Ensuite, il y a des textes qui sont réalisés, enfin, qui ont été mis en place pour protéger des monuments historiques, en fait, donc des immeubles. Et là, on peut jouer sur les mots en disant que l'arbre est un immeuble, à savoir qu'il ne bouge pas, il n'est pas mobile, donc il est considéré dans le Code civil comme un immeuble, et donc les protections qui s'appliquent aux monuments historiques peuvent aussi s'appliquer aux arbres. Donc, à condition que l'arbre soit dans un rayon de 500 mètres autour du monument historique et qu'il soit visible du monument historique ou qu'il soit visible en même temps que le monument historique. Dans ce cas-là, avant tout abattage, il est nécessaire de faire une demande à l'architecte des bâtiments de France, au service départemental de l'architecture et du patrimoine. Il existe un autre système, c'est de façon à ce qu'il n'y ait pas une délimitation standard de 500 mètres autour d'un monument historique. Si par exemple vous avez des zones qui sont peu intéressantes, comme des zones industrielles, etc., il est tout à fait possible de définir un périmètre délimité des abords qui correspond à une zone qui est la plus intéressante dans la ville, qui est représentée ici en orange vif, qui peut déborder les 500 mètres. Vous avez l'étoile là qui représente le monument historique. La zone de 500 mètres en orange clair, et puis ce périmètre délimité des abords qui est défini en orange foncé pour l'exemple. Vous avez aussi les sites patrimoniaux remarquables. Là aussi, vous pouvez intégrer les arbres et donner des prescriptions pour la protection de ces arbres. Vous avez les monuments naturels. C'est une loi qui a été une loi très forte, la plus forte qui permet de protéger les sites. En fait, elle était plus utilisée pendant un moment, et puis maintenant, il y a maintenant, depuis quelques années, certains arbres qui sont reprotégés avec cette protection très forte. Donc, c'est la protection la plus forte qui existe en France. Par exemple, le Mont-Saint-Michel est protégé en tant que site, et cette protection est suivie par les inspecteurs des sites. Donc là, vous ne pouvez pas abattre, vous ne pouvez pas dégrader l'arbre. Et vous avez, lors de chaque intervention, à faire une demande à l'inspecteur des sites, donc une protection très, très forte. Vous avez les espèces végétales protégées et les espèces animales protégées. Donc parfois, il y a dans les arbres des insectes qui sont rares, qui sont sur une liste d'espèces protégées. Donc si ces arbres abritent des espèces protégées, vous pouvez pas les dégrader, ces arbres, vous ne pouvez pas les abattre. Il y a certains végétaux aussi qui sont protégés, comme l'alisier de Fontainebleau, par exemple, chez nous en Seine-et-Marne. Donc il est impossible de l'abattre, de le commercialiser, etc. Voilà la photo de l'alisier. Donc là, je vous ai mis en photo un rouge-gorge parce qu'il est dans il est dans cette liste des espèces protégées. Donc vous voyez que c'est pas si rare. Et donc, si on utilise à fond cette loi, on peut protéger très fortement les végétaux, même contre des tailles, etc. Le barème de l'arbre, Pauline vous en a parlé.
Voilà. Alors, là, je suis allé très vite, hein. C'est un peu un exploit là, d'avoir parlé de tous ces sujets-là en un quart d'heure. Mais ce que vous pouvez avoir comme documentation, c'est d'abord aller sur le site Arbre du CAUE 77, donc arbre-caue77.fr, où vous avez des fiches techniques, notamment une sur ce sujet, mais il y en a bien d'autres, hein, sur les distances de plantation, etc. Donc, vous avez une liste exhaustive de tous les textes qui permettent de protéger les arbres. Et puis, vous avez les références, hein, des lois et on essaie de les mettre à jour régulièrement. Mais ce que je vous conseille, c'est d'aller ensuite dans le site qui est vraiment très, très bien fait, qui s'appelle legifrance.gouv.fr. Vous avez tous les textes de loi et vous vous référez aux textes qui ont été cités par les fiches et vous avez l'information complète sur le sujet. Voilà, par exemple, une fiche conseil qui reprend toutes les informations que je viens de vous donner, et puis bien d'autres que vous trouvez sur le site Arbre du CAUE 77. Merci beaucoup, Augustin, pour cette présentation. J'ai transmis le lien du site Arbre CAE 77 dans le fil de discussion. Ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à la présentation suivante et on répond à vos questions dans le fil questions-réponses qui permet à ceux qui sont obligés de partir à 14 heures d'avoir quand même la présentation de Antoine Gauthier de la ville de Pau. Voilà, on répond dans le fil et puis on prendra vos questions et on répondra à vos questions à l'oral après la fin du webinaire, là, pour ceux qui peuvent rester avec nous après 14 heures. Antoine, si ça te convient, je te propose de partager ta présentation. Voilà, on répond à la suite. Et Augustin, tu m'autorises à partager le document plaidoyer de l'arbre là que tu m'as transmis? Oui, oui, bien sûr. Ok, je le mets dans le fil de discussion. Antoine, ben, je te cède la parole pour cette présentation, ton travail sur la ville de Pau. Ok, merci Thomas. C'est bon, tu m'entends bien? C'est bon, c'est bon. Bon, parfait. Bon, du coup, bonjour à tous. Et donc, je vais vous présenter, nous, ce qu'on a mis en place donc, sur la commune de Pau, donc, pour gérer le risque associé aux arbres. Alors, vu comme ça, le risque associé aux arbres, ça peut être un sujet, ça peut paraître comme étant un sujet assez restrictif, assez restreint. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que finalement, pour mettre en place une stratégie cohérente de gestion du risque associé aux arbres, donc sur tout un patrimoine arboré, ben, il faut avoir une vision finalement systémique et il ne faut pas juste voir le coût, donc les problématiques associées au risque des arbres, mais il faut voir aussi ben, dans quel contexte on évolue, quelle est la valeur des arbres notamment. Ben, Pauline Leil notamment en a parlé et a montré comment on pouvait évaluer la valeur des arbres. Et finalement, gérer le risque des arbres, c'est aussi inscrire des procédures, mais en lien avec les moyens humains dont dispose la collectivité et en lien avec les moyens matériels, bien sûr. Donc, c'est gérer le risque associé aux arbres. C'est pas uniquement finalement être devant un arbre individuel avec son petit outil de diagnostic mécanique ou d'évaluation du risque. Voilà. Il faut finalement avoir une vision beaucoup plus large. Donc c'est pourquoi je vais quand même vous présenter très rapidement, eh ben, nous, dans quel contexte finalement on évolue, notre service foresterie urbaine de la ville de Pau. Et alors voilà, j'ai mis présentation du terroir. J'aime bien ce terme de terroir. C'est rarement associé finalement au patrimoine arboré et ornementaux dans les villes. Mais terroir finalement, c'est le lien et les interactions entre un patrimoine végétal, entre le patrimoine culturel et les hommes qui y vivent aussi, et le climat local, voilà, et les sols. Donc nous, en gros, on a 25 000 arbres recensés, voilà, sur la ville de Pau.
Donc finalement, voilà, hors bois, hors épicilve, etc., 200 arbres recensés dans la base de 25 000 arbres recensés dans la base de données, donc qui viennent d'origines diverses. Donc on a des reliques d'anciennes échampêtres qui ont une grande valeur pour le coup ornemental, des arbres assez majestueux, comme vous voyez en photo, et qui viennent de l'époque anglaise, du 19e, l'époque anglaise de Pau, et des arbres plus récents qui sont issus on va dire, de la grande vague d'urbanisme qu'on a eu dans les années 60 et de projets plus récents. Voilà. Alors, le contexte pédoclimatique, c'est intéressant que je le développe ici parce que, alors nous, on est dans le sud-ouest et donc ça ressemble pas forcément au contexte que vous pouvez avoir dans le sud-est. Et donc nous, on a 1300 mm de précipitation, on a de la douceur, donc un climat océanique, et assez peu de vent, ça c'est important. Donc ça veut dire qu'on a des arbres finalement qui sont assez peu sollicités par les contraintes mécaniques, hein. Donc il y a assez peu de vent, donc qui vont pousser assez droit et qui vont avoir des adaptations biomécaniques peu marquées. Voilà, je parle des contreux forts, je peux parler ça peut avoir un lien avec la forme en drapeau que peuvent avoir les arbres aussi quand ils prennent beaucoup de vent. Et donc un arbre chez nous va être plus vulnérable finalement à des gros coups de vent que dans le sud-est où ils peuvent se prendre très régulièrement des rafales à 90, alors que chez nous c'est quand même plutôt rare. Voilà. Donc on a des arbres qui se développent beaucoup, qui poussent assez vite, et donc qui sont assez vulnérables sur le plan mécanique, donc au fort coup de vent et au stress hydrique aussi, parce que voilà, c'est des arbres, on va dire, qui ont développé un système racinaire assez en surface. Alors du fait de la forte contrainte, on est sur un sol argileux avec un horizon très compact où les racines peinent à pénétrer donc en profondeur, donc des arbres qui dépendent beaucoup des précipitations. On va passer vite. Alors je présente rapidement les moyens que nous avons, donc service foresterie urbaine et la direction qualité du cadre de vie nature en ville de la mairie de Pau. Donc nous avons alors c'est 5 arboristes grimpeurs donc en régie qui réalisent tout type de travaux, 3 arboristes avec une équipe de jeunes plantations, des diagnosticiens, voilà, dont je fais partie avec notre chef de service. Et voilà, donc un budget après de fonctionnement, d'investissement. Alors les missions de notre service pour le suivi, le diagnostic des arbres, donc c'est voilà, on a le contrôle des arbres, la gestion globale du patrimoine arboré, la planification des interventions. Alors c'est juste ça, c'est important aussi parce qu'il y a des grandes villes où finalement les services, les missions en fait des arboristes peuvent être assez cloisonnées. C'est-à-dire ils peuvent avoir un service purement diagnostic, voilà, où les diagnosticiens vont faire le diagnostic et c'est pas forcément les mêmes après qui vont devoir planifier les interventions, les programmer avec les entreprises ou avec les équipes en régie, voilà. Nous finalement, dans notre service foresterie urbaine, on réalise voilà, à la fois les contrôles des arbres, les diagnostics des arbres, et en même temps, on est en charge de la programmation et puis on réalise aussi voilà, des projets de plantation. Alors, finalement, on a vu que c'était vraiment important de conserver les arbres. Et donc là, on a mis en place un volet, un plan canopé, les 2 volets les plus importants. Donc ça sera protection de la canopée existante, parce que finalement, c'est canopée existante, c'est les arbres existants, c'est ceux qui nous permettent de rafraîchir un maximum l'atmosphère et donc de lutter contre les isolochaleurs urbains. Donc c'est un des leviers les plus importants, on va dire, la protection de la canopée existante pour adapter au mieux le territoire au changement climatique. Il y a un autre volet qui sera l'augmentation de la surface de canopée. Et donc pour protéger un maximum du coup cette canopée urbaine et les vieux arbres existants, eh bien, les collectivités doivent se doter d'outils en fait d'analyse de risque, c'est une chose, mais de gestion plus globalement des risques. Parce que finalement, c'est plus un arbre est grand, plus on peut avoir tendance à craindre finalement des risques, alors que c'est pas forcément, c'est pas faire pertinent. Alors, en termes de seuil, par exemple, le risque qu'on est en ville d'avoir un accident grave quand on prend sa voiture chaque année, de l'ordre de 1 sur 10 000. Voilà. Le risque d'avoir un accident grave en lien avec un arbre, c'est de l'ordre de 1 sur 10 millions. Voilà, donc c'est pas du tout le même ordre de grandeur.
Alors rapidement, voilà, pour vous montrer un peu nous ça c'est l'illustration. Alors ça montre, j'ai dézoomé, mais toutes les interventions nous qu'on a recensées, voilà, à l'instant T là sur le patrimoine arboré. Donc là on était pas loin de 200 interventions. Alors sachant qu'une intervention on peut avoir plusieurs arbres, voilà, ça peut être un site donc avec plusieurs arbres à traiter. Donc vous voyez que finalement le gestionnaire de patrimoine arboré, il se heurte à plusieurs difficultés, et notamment difficultés liées au grand nombre d'informations à traiter. Ça peut être un problème. Au grand nombre aussi potentiellement d'acteurs, donc qui vont produire cette information. Donc là, si vous voyez sur la petite carte, donc il y a des grands secteurs en vert. Donc on se partage avec mes 3 collègues qui réalisent le diagnostic, on se partage donc le territoire en 3 secteurs. Et donc forcément, si on n'a pas forcément la même façon de diagnostiquer les arbres ou de prescrire des interventions sur le territoire, on risque vite d'avoir des parties de la ville qui ne seront pas gérées de la même façon. Voilà. Et donc ça, c'est un problème. Un autre problème quand on voit ça et cette quantité d'informations, c'est comment prioriser les interventions. Voilà. Face à la multiplicité des données qui peuvent être renseignées, comment évaluer le risque, parce que donc, nous sommes plusieurs observateurs et il faut que le risque soit évalué de la même façon et donc que les observations et les résultats de cette analyse de risque soient reproductibles. Ça, c'est c'est important. Et donc, voilà. Donc, ça paraît essentiel de mettre en place, voilà, une méthodologie pour gérer le risque. Alors, pour les usagers de l'espace public, ça c'est une chose, donc c'est le risque qu'un arbre tombe sur une voiture ou autre, et aussi le risque pour le service et la municipalité. Et là, je parle donc de la responsabilité des gestionnaires de patrimoine arboré. Donc là, nous, on s'est inspiré du coup dans le service de standards internationaux et notamment de la norme ISO 31000, donc relative à la gestion du risque industriel. Et donc il y a des grands principes, voilà, qui sont amenés dans cette norme-là. Et notamment, je vais vous lire un principe qui est intéressant, c'est le management des risques. Donc c'est une aide à la décision, donc pour faire des choix argumentés, d'une part, et pour définir des priorités, pour sélectionner les actions les plus appropriées. Donc on voit bien que finalement, une méthode d'analyse de risque permet de répondre à pas mal des problématiques que j'ai pu évoquer en amont. Donc globalement, l'idée c'est que donc, dans cette méthode-là, il faut prendre en compte le contexte, j'en ai parlé. Il y a une seconde phase d'analyse plus fine du risque, une phase de traitement du risque, donc c'est là où on doit prendre une décision. Donc est-ce que compte tenu du niveau de risque, ça vaut la peine d'intervenir, donc d'allouer des moyens humains et des moyens matériels. Et ensuite, l'idée c'est de suivre le risque résiduel. Parce que alors c'est sûr que si on abat un arbre, il n'y a plus de risque associé à cet arbre-là, mais c'est pas l'objectif, parce que si on abat l'arbre aussi, il y a aussi d'autres risques qui peuvent venir, et notamment le risque lié aux problèmes de santé lors de canicules. Donc finalement, on peut abattre un arbre, mais le risque lié aux épisodes caniculaires sur la santé est assez prégnant, il faut le prendre en compte aussi. Et donc voilà, donc on a mis en œuvre une méthode qui nous permet de suivre le risque, d'avoir un suivi du risque résiduel. Alors, en termes d'analyse du contexte, alors, ce qui est important, c'est notamment de prendre en compte la valeur des arbres et toutes les aménités associées aux arbres. Alors ça, Paul Lilley, il a du coup a montré différents outils. Juste pour rebondir sur cette présentation, dès que nous on utilise le barème VIE, alors on va plutôt tendance à l'utiliser pour dans le cas de dégâts qui sont faits sur les arbres, voilà. Pour mettre des amendes, on peut mettre des amendes donner des amendes aux entreprises. Voilà, donc on va utiliser ça. On va utiliser aussi des fois le chez iTrim. Alors c'est plus pour à des fins de communication, parce qu'on peut dire plein de choses sur les arbres.
Voilà, bon, j'en reste là, mais il va toujours falloir prendre en compte les coûts associés aux arbres pour une décision de gestion, en l'occurrence le risque, et tous les bénéfices et donc les aménités. Dans le contexte, alors il y a quelque chose aussi qui est important à prendre en compte, c'est l'acceptabilité du risque. Et en fait, le niveau de risque, par exemple, associé à un arbre peut être le même suivant qu'on se balade qu'on soit dans une école ou dans un parc ou dans une forêt. Par exemple, dans une forêt, on peut imaginer un chemin assez fréquenté dans une forêt. Sur un chemin assez fréquenté, finalement, on peut imaginer avoir un même niveau de risque associé à un arbre, soit dans une école ou dans une forêt. Mais par contre, à un niveau de risque équivalent, la perception et l'acceptabilité du risque par la population ne sera pas forcément la même. Et forcément, on imagine bien que dans les écoles, quand la cible, c'est potentiellement, voilà, ce sont des enfants, et bien la population accepte beaucoup moins le risque que dans une forêt à un niveau d'eau de risque égal. Analyse du contexte, on pourrait parler aussi du coût des assurances, hein. Donc quand il y a beaucoup de tempêtes et des arbres qui tombent sur les voitures, ça peut faire augmenter le coût des franchises pour le service, l'assurance et pour les collectivités. Mais pour l'instant, voilà, on n'a pas eu de retour problématique de notre service assurance de ce côté-là. Alors, pour l'analyse du risque, alors nous, du coup, on utilise la méthode QTERA. Et dans le management du risque, en fait, il y a le management du risque, en fait, va traiter de l'incertitude. Et quand on est devant un arbre, on ne peut pas savoir exactement. On peut observer donc des symptômes. Là, on est dans le diagnostic mécanique. Donc, on va se réaliser notre diagnostic, on va se poser des questions sur la solidité de l'arbre. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir se poser la question finalement, est-ce que l'arbre, enfin là je le pose avec des termes très simples, est-ce que l'arbre est dangereux ou pas? Donc c'est là où la méthode d'analyse du risque rentre en compte. Et ça va nous permettre en fait de quantifier le risque associé à un arbre ou un ensemble d'arbres, et de le quantifier avec finalement une fraction, une probabilité. Voilà. Donc nous, alors on utilise pour cette analyse la méthode QTERA, donc une méthode anglaise, Quantified Tree Risk Assessment, donc ça veut dire quantification donc, des arbres, donc la quantification du risque associé aux arbres. Voilà, alors d'autres méthodes existent à l'international, et nous on utilise celle-là, alors tout simplement parce que c'est la seule méthode d'analyse du risque comme ça qui bénéficie d'une offre de formation en France. Voilà, alors dans le sud-ouest, donc c'est le bureau d'études, l'atelier de l'arbre qui réalise ces formations et qui fait venir donc Mike Ellison, donc qui a développé, donc c'est l'anglais qui a développé cette méthode. Et c'est une méthode aussi voilà, qui dispose d'un vaste retour d'expérience à l'international et qui est évolué, et qui est utilisé. Voilà. Donc, alors l'évaluation finalement est simple. Alors je vais vous montrer après, j'espère si j'ai le temps, comment on peut utiliser cette méthode. Donc c'est une méthode qui est rapide, voilà, et surtout, ce qui va nous intéresser aussi, qui est reproductible. Voilà, quand on est différents agents, techniciens à aller sur le terrain, il faut qu'on puisse avoir des observations, qu'on puisse réaliser des observations qui soient reproductibles. Donc d'une part, et d'autre part, il faut que ces observations et nos résultats, il faut qu'ils soient réfutables. Alors réfutable, ça vient du langage scientifique. Réfutable, ça veut dire qu'on puisse expliquer comment on a fait pour obtenir ce résultat-là. Donc c'est-à-dire que demain, s'il y a un problème, un accident, et qu'un jour, un juge nous demande pourquoi cet arbre n'avait pas été tué, comment vous avez pris la décision de ne pas abattre cet arbre-là. L'idée, c'est d'être en mesure, à tous les niveaux donc, de notre procédure de gestion du risque, de justifier les choix qui ont été faits. Voilà. Et toute l'analyse, finalement, peut être justifiée parce qu'on utilise une méthode voilà, qui se veut être la plus reproductible possible. Donc rapidement sur QTERA, alors le mieux c'est que je vous montre après en partageant Ouais. l'écran sur la calculatrice. Antoine, peut-être aller assez Ouais. rapidement là-dessus pour pouvoir présenter l'outil, Ouais, parce qu'on a dépassé un petit peu le temps et pour garder les gens avec nous, si on peut accélérer un petit peu, c'est parfait. Merci beaucoup. ça marche. Donc on va évaluer une probabilité liée à la fréquentation, à la cible, une probabilité associée au potentiel d'impact et une probabilité, donc ce qu'on appelle probabilité de rupture, qui est issue directement
en fait de l'état mécanique de l'arbre. Voilà. Donc en fait, pour traiter le risque, maintenant qu'on a analysé le risque, il va falloir prendre une décision. Donc pour prendre une décision, on évalue le risque et on va voir différents seuils de risque. On va voir si notre calcul du risque il se situe plutôt dans des seuils inacceptables. Alors là, la décision est facile, donc il faut intervenir. Ou dans des seuils tolérables ou largement tolérables. Et juste, voilà, je vais passer rapidement pour passer voilà, au principe. Alors ça, c'est encore un anglicisme à l'ARP. L'idée, en fait, c'est d'être capable de démontrer que sur un arbre, voilà, on maintient un niveau de risque qui est à l'arbre, donc as low as reasonably practicable, c'est-à-dire aussi faible que raisonnablement possible. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le niveau de risque finalement doit être proportionné euh, au coût finalement qu'il faudrait pour intervenir le BC. Ça veut dire que par exemple une branche, une branche cassée au-dessus d'un chemin, ben, si le niveau de risque finalement peut être assez faible, et si le coût pour intervenir est assez important, on peut juger que bah, ça paraît pas forcément raisonnable d'intervenir sur cet arbre-là. Alors, du coup, alors rapidement, pour traiter le risque associé aux arbres, donc il y a différents leviers possibles. Alors ça peut être agir directement sur l'arbre, donc on peut être amené à tailler une branche, voilà, qui a un défaut mécanique. On peut aubaner une branche. On peut imaginer du coup, en dernier recours, abattre un arbre, mais c'est vraiment en dernier recours. Mais on peut aussi agir tout simplement sur la cible. Donc là, je ne vais pas aller dans le détail, mais vous aurez la diapo. Donc c'est une procédure qu'on a mis en œuvre dans les écoles pour justement où on agit sur la cible et sur les bâtiments, les différentes salles de classe qui sont exposées, qui pourraient être exposées à la chute d'un arbre. Et donc en fonction de seuil de vitesse de vent, donc, et notamment en niveau d'alerte 2, donc au-dessus de 80 km/h, donc les salles de classe qui sont dans le rayon potentiel donc, de la chute d'un arbre, alors sont évacuées. Et alors ça ne veut pas dire que les enfants sont dehors, au contraire, ils sont donc évacués dans une autre salle ou dans une autre classe. Donc finalement, ça arrive à peu près en moyenne tous les ans. Ça peut arriver et ça nous permet finalement, en agissant comme ça sur la cible, de conserver des grands arbres, donc avec un port libre qui vont pouvoir rafraîchir un maximum les cours d'école en été. Voilà. Alors juste pour finir là-dessus sur le traitement du risque résiduel, on utilise encore la méthode QTRA. Voilà. Et globalement, nous, donc, on réalise des contrôles régulièrement sur les arbres. Et la périodicité de ces contrôles va dépendre en fait de la valeur donc de risque associée à chaque arbre. Voilà. Donc pour un arbre avec une valeur de risque, on va dire, par exemple, on voit de 300 000 à 1 sur 1 million, ça va être tous les ans et demi. Donc voilà, ça va de tous les 6 mois à tous les 3 ans. Donc ça dépend de la valeur du niveau de risque de chaque arbre. Et ça dépend aussi, donc la périodicité des contrôles va dépendre, suivant les sites, de l'acceptabilité du risque. Donc dans les cours d'école, tous les arbres sont contrôlés tous les 6 mois. Voilà. Alors sur le reste du territoire, un arbre sans problématique, donc les arbres verts sont contrôlés tous les 3 ans. Alors pour mettre en œuvre cette procédure, en fait, alors qu'on a développé un outil informatique sur mesure. Donc, si je dis c'est sur mesure parce que donc il est calqué, il prend en compte, il intègre toute notre procédure de gestion du risque. Donc, notre cahier des charges, donc c'était l'ergonomie pour aller vite sur les saisies terrain. Donc voilà. Et toute l'appli donc ça s'adapte aux différents profils. On exploite un maximum les algorithmes du coup pour tous les champs qui peuvent calculer automatiquement le son, etc. Voilà. Juste rapidement, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait dans cet outil-là, donc sur le terrain, on peut être amené donc à contrôler un site, donc à mettre une valeur de risque associée à une intervention. Et finalement, QTERA, ça va nous aider, l'analyse de risque, à savoir si oui ou non il faut préconiser une intervention pour contrôler le risque. Et ensuite, ça va nous aider à prioriser ces interventions-là. Et c'est vrai que dans la méthode QTERA, elle est souvent mise en avance
en avant pour l'évaluation du risque, mais pas forcément ensuite pour un des problèmes du gestionnaire, c'est la priorisation des interventions. Et là, dans donc, ce système-là informatique, toutes nos interventions apparaissent dans un tableau et donc peuvent remonter tout en haut en fonction du niveau de risque. Voilà. Alors rapidement, alors je vais pour partager donc l'écran. Hop, il faut que je mette échappe. Voilà, grosse prise de risque. Voilà, petite manip sur. Alors si je vais, Thomas, là c'est bon, là j'imagine qu'on voit l'outil. Oui, c'est bon, on voit l'outil. Alors rapidement, alors ce que je veux juste vous démontrer, c'est que l'idée c'est pas d'aller au pied de chaque arbre avec sa petite calculatrice QTRA pour analyser le risque individuellement, et que finalement ça peut aller assez vite. Donc quand on veut faire un contrôle, donc on va sur un site. Voilà, je vois cette petite parcelle où il y a une dizaine d'arbres. Je clique sur la parcelle. Et en fait, donc je vais pouvoir faire un diagnostic, hop, arbre adulte. Et l'idée, c'est que quand on est en contrôle, on ne va pas refaire un diagnostic arbre par arbre en allant taper au maillet sur chaque arbre ou en faisant un trou percé au rhistographe. Ça, on le fait que quand on observe vraiment des symptômes significatifs. L'idée de la démarche, de l'analyse du risque, vraiment, c'est d'aller vers l'information essentielle et l'information qui est pertinente. Donc en fait, l'arboriste qui est habitué à voir des arbres, donc on va aller se promener donc sur une parcelle et rapidement, l'arboriste donc est en mesure de repérer des défauts qui sont significatifs et qui peuvent introduire un risque de dommage significatif. Donc en gros, là vous voyez, c'est la fiche qu'on va rentrer pour un diagnostic approfondi. Et quand on est en mode contrôle, on va dire on va pas remplir ça sur tous les arbres, ça prendrait trop de temps et ce serait pas raisonnable. Donc on va noter, si on n'a pas vu de problématique, on note une valeur de risque la plus faible sur l'ensemble, il n'y a pas d'intervention possible, valider, et quand j'ai fait ça, voilà, le système a compris que sur tout ce site-là, il n'y avait pas forcément de problématique. Alors si rapidement on voit un problème, du coup je peux aller directement ensuite sur cet arbre-là. Là, je vais pouvoir faire un diagnostic. Et s'il y a un problème sur un arbre, on note uniquement le problème sur l'arbre. Voilà, je fais mon analyse du risque. Alors ça, je vais vous montrer rapidement. Alors la calculatrice QTERA, c'est ça. Alors ça, vous pouvez. Alors il faut pour le coup être inscrit, donc vous ne pouvez pas y accéder directement. Par contre, vous pouvez accéder à la page QTERA là, que vous voyez où il y a beaucoup d'informations. Donc on va analyser la cible. Là, éventuellement, c'est le passage des humains, donc des piétons. Donc on va définir une période d'occupation. Voilà, en moyenne, on va dire c'est on va se caler sur une moyenne de Antoine, 2 on minutes. va peut-être Ouais. pas trop rentrer dans le détail. Est-ce que cet outil, du coup, il est public ou c'est un outil qui est payant et qui est professionnel? Alors ça, voilà, pour le coup, c'est vraiment un outil professionnel, mais ça coûte juste les frais d'adhésion D'accord. et de l'ordre, je crois que c'est de l'ordre de 50 € ou 80 € par personne, ça dépend du nombre d'adhérents. Mais voilà, ça coûte pas grand-chose. Et l'idée, vous voyez, donc je rentre les 3 Ouais. paramètres liés à la taille et à la probabilité de rupture, et j'obtiens rapidement une valeur en bas inférieure à 1 sur 1 million, donc ça me dit que cet arbre, il n'a pas forcément de problème. Voilà. Ok. Voilà. Donc ça, c'était juste l'analyse de QTERA. Ouais. Et peut-être juste, est-ce que tu me laisses une minute? Oui, vas-y. Pour Voilà, conclure rapidement. juste l'idée, voilà, on a fait un diagnostic. Donc rapidement, donc je peux venir ici, vue de l'arbre, donc où j'ai toutes mes interventions à planifier. Hmm. Et donc là, sur le petit tableau qui s'affiche donc sur la droite, forcément ça va ramer un peu. On va dire j'ai toutes les interventions qui apparaissent et en fait elles apparaissent là par ordre de niveau de risque. Voyez. Donc on voit ici risque avant intervention. Donc ce qui permet de ne pas perdre les informations pertinentes. Donc là sur 200 interventions à peu près recensées sur le système, on voit apparaître celles à traiter en priorité. Voilà. Donc en fait on en a finalement une potentiellement avec un risque significatif et toutes les autres avec un risque très faible, pas forcément significatif. Voilà. Donc l'idée du système, c'est vraiment de pouvoir ne pas perdre l'information essentielle, notamment en termes de gestion du risque. Voilà, donc juste pour finir, en termes de conclusion, alors la gestion du risque associé aux arbres, c'est un enjeu.
voilà, pour les collectivités. Mais il y a aussi d'autres risques et je pense que le risque associé au réchauffement climatique qui va peser donc sur les collectivités est assez important. Et donc les îlots de chaleur urbains, ça peut potentiellement impliquer des problèmes de santé publique. Et donc finalement, le risque associé à la perte du patrimoine arboré est peut-être plus important que le risque associé aux arbres. Donc c'est vrai que vraiment la préservation du patrimoine arboré est vraiment voilà, importante pour adapter le territoire au réchauffement climatique. Ok, merci beaucoup Antoine pour cette présentation très riche. Encore désolé à tous pour avoir débordé le temps, mais voilà, on avait beaucoup de choses à vous dire et en tout cas, toutes les interventions seront disponibles en replay. On répondra également à vos questions. Il y en a un certain nombre là qui ont été posées, alors qui ont été répondues au fur et à mesure, mais éventuellement, sur les dernières questions, on y répondra et on les mettra disponibles sur notre site internet. Euh, voilà, donc je vous propose de conclure du coup ce webinaire. N'oubliez pas que du coup pour accéder au webinaire suivant, donc à partir du 25 février, il y aura un webinaire sur l'eau, le sol, l'arbre et puis en avril, enfin l'année prochaine, trois autres webinaires. N'hésitez pas à nous suivre du coup sur les réseaux ou sur Internet pour être informé de la suite de ces webinaires. Merci beaucoup aux intervenants pour ces présentations et on vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Et on vous retrouve du coup rapidement en replay ou avec un document pour répondre à toutes vos questions. Merci bien. Au revoir.